Le plus grand danger dans la vie n'est pas d'échouer, mais de rester au même endroit. Faire la même chose, encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que tu restes le même est un jour perdu. Nous nous trompons avec l'idée qu'un jour tout s'alignera, que l'opportunité parfaite arrivera lorsque nous serons prêts. Mais la vérité est que la vie n'attend pas. Le succès, la discipline et l'amélioration personnelle ne sont pas le produit du hasard, mais des petites décisions que tu prends chaque jour. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Les personnes avec qui tu t'entoures influencent plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu vis entre les excuses et la conformité, tu absorberas cette mentalité sans t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de ceux qui cherchent à grandir, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton environnement est ton reflet. Choisis bien à qui tu donnes de la place dans ta vie. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Te comparer t'affaiblit, te distrait et t'éloigne de ton véritable but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu repousses, façonne la personne en laquelle tu te transformes. Mais voici la question clé. Attends-tu encore que la vie te pousse ou vas-tu prendre le contrôle? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta mentalité et ton attitude, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas seulement pour te motiver, mais pour te rappeler que le moment d'agir est maintenant. Nous allons parcourir 10 principes stoïciens qui changeront ta façon de voir l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'à la fin, la seule question qui compte est: vas-tu attendre un autre jour ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui? 1. Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit aquarium, il ne grandira jamais au-delà de ce que son espace lui permet. Mais si tu le mets en mer ouverte, sa taille s'agrandit. Il en va de même pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te limitent, d'idées qui te freinent ou d'habitudes qui te maintiennent au même endroit. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. C'est une question d'environnement. Place une personne ambitieuse au milieu de personnes médiocres et tôt ou tard, sa flamme s'éteindra. Mais mets quelqu'un de moyen parmi les gagnants et sa mentalité changera. Marc Aurèle l'avait bien compris. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées sont façonnées par ce que tu consommes, par les conversations que tu as et par les lieux où tu décides d'être. Réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec des personnes qui te défient, qui te poussent, qui te forcent à grandir? Ou avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait qu'un homme fort qui s'entoure de vicieux, tôt ou tard, adopte leurs coutumes. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises « je n'ai pas le choix », arrête-toi. Tu l'as toujours. Changer d'environnement ne signifie pas abandonner tout le monde, mais être stratégique. Réduire le bruit, prioriser ce qui compte vraiment. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux. Ils changeaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Ne t'accroche pas à des amitiés qui n'existent que par habitude. Ne t'expose pas à des informations qui ne font que te remplir de peur. Et surtout, ne permets pas que la médiocrité devienne la norme dans ta vie. Fais un essai. Pendant 1 semaine, réduis le temps passé avec des personnes négatives. Évite les conversations vides. Concentre-toi sur l'apprentissage, sur le mouvement, sur l'action. Et note la différence. Tu seras surpris de voir à quel point ton énergie change lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te permet pas de grandir. Le poisson qui n'a jamais quitté son aquarium ne sait pas qu'il existe un océan entier qui l'attend. Tu ne le sauras pas non plus si tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais le jour où tu oseras sortir de cet environnement qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux vraiment aller. 2. N'attends pas, agis maintenant. Imagine que tu es debout devant une porte fermée.
Tu sais que de l'autre côté se trouve la vie que tu veux, les changements que tu désires, la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes là, à attendre le moment parfait, la motivation idéale, le signal correct. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés dans cet état. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de sécurité, de plus de certitude, avant de faire le premier pas. Mais le stoïcisme est clair. La seule certitude que tu as est le moment présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Sois-en une. N'attends pas. Fais-le. Le problème est que l'on nous a appris à penser que l'action doit venir après la motivation. Mais la vérité est autre. La motivation est la conséquence de l'action, pas la cause. C'est comme le feu. Il ne surgit pas de nulle part. Il a besoin de friction. Il a besoin de mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer. Commence, et l'inspiration viendra après. Pense à toutes les fois où tu as remis quelque chose à plus tard par peur, par doute, par insécurité. Combien de temps as-tu perdu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de fois t'es-tu promis que demain, oui, et te voilà avec les mêmes plans, les mêmes objectifs, les mêmes rêves non réalisés? Sénèque disait que, pendant que nous remettons à plus tard, la vie continue. La différence entre quelqu'un qui réalise des choses et quelqu'un qui ne fait que rêver, c'est l'action. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est simplement faire ce que les autres n'osent pas faire. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie que tu as est cet instant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, prends une décision maintenant. De petites actions créent de grands changements. Mais si tu continues à attendre, rien ne changera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de contemplation, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste. Pas d'attendre des opportunités, mais de les créer. Pas de te demander ce qui se passerait si tu prenais des risques, mais de prendre des risques et de le découvrir par toi-même. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer, ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu continues à attendre que tout soit parfait, tu resteras au même endroit toute ta vie. 3. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Si tu t'entoures de perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inévitable. Ton environnement définit ton futur plus que tu ne le penses. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et de la discipline. Mais si tu es entouré de gens médiocres, tôt ou tard, ils t'entraîneront avec eux. La médiocrité est contagieuse. La mentalité faible se propage. Le problème est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables. Des amis de toute une vie, des membres de la famille toxique, des gens sans vision. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus facile de suivre les mêmes conversations vides que d'oser chercher quelque chose de mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu es entouré de personnes sans ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pourrais faire plus, mais ton environnement te retient? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leur compagnie. Ils comprenaient que tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des déchets et attendre des résultats extraordinaires. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui critiquent seulement, qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions, ton esprit commencera à penser de la même manière. Peu importe à quel point tu penses être fort, la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Alors dis-moi, t'entoures-tu de gagnants ou de gens qui passent leur vie à justifier leur échec? Parce que si dans ton cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde du jour au lendemain, mais d'être brutalement honnête avec toi-même. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te maintiennent-elles bloqué?
T'inspirent-elles à être meilleure ou te remplissent-elles d'excuses? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne te font pas grandir, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu perds ton temps. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Et voici la question la plus importante. Restes-tu dans le même cercle par confort ou par peur d'être seul? Parce que si c'est par peur, tu dois comprendre quelque chose. Être seul un moment est beaucoup mieux que d'être entouré des mauvaises personnes. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, commence à le construire. Consomme du contenu qui te met au défi. Entoure-toi d'idées puissantes. Trouve des personnes qui pensent en grand. Connecte-toi avec des gens qui veulent plus de la vie. N'attends pas que ton environnement change magiquement. Fais-le toi-même. Parce que si tu continues à t'entourer de médiocres, aussi intelligents, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis. Restes-tu bloqué ou commences-tu à te diriger vers la grandeur? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu continues à planifier en espérant que tout s'emboîte, tu continues à perdre. La perfection est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement, tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle réalité. Les gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont trop d'excuses. Ils se disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai la connaissance parfaite ». Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera un fardeau demain. Ce que tu repousses devient un obstacle plus grand avec le temps. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois jusqu'à le faire bien. Mais voici le problème. La plupart des gens ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que de paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe à quel point tu le fais mal au début. Ce qui compte, c'est que tu continues à le faire. Tu veux apprendre quelque chose? Commence aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge. Même si ce n'est qu'avec des exercices de base. Tu veux changer ta vie? Prends une action aujourd'hui, même si elle est minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais vide de gens qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent dans la médiocrité n'est pas la chance ni le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu avances d'un pas de plus. Un petit progrès est 1000 fois mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et voici la vérité brutale. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais tu n'es pas ici pour être l'un d'eux. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement, pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette action. Parce qu'à la fin, ce ne seront pas tes plans, ni tes excuses, ni tes intentions qui détermineront ton succès. Ce sera ce que tu fais tous les jours, peu importe à quel point cela semble imparfait. 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te tiens devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde. C'est la personne que tu as en face. C'est le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que tu as traînée pendant des années. Mais voici la vérité, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur.
Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi de toute personne n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ses propres limitations. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi-même, tu continueras à tomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à procrastiner, tu continueras à justifier ton manque d'action, tu continueras à te dire « je commence demain » pendant que tu vois les jours passer sans rien faire de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été toi-même celui qui t'a retenu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est la seule chose qui te maintient attaché à la médiocrité. Les stoïciens disaient que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et la façon dont tu réponds à tes propres pensées définit ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs ou de nourrir ta discipline. Tu peux choisir de croire en tes excuses ou de te défier toi-même. Chaque matin, tu as deux options. Continuer avec les mêmes mensonges qui t'ont maintenu au même endroit ou commencer à faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à te permettre d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner en grand? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter que tu es responsable de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Alors la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question. Vais-je continuer à être mon pire ennemi ou vais-je devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi. Elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut quelque chose de plus. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui passent leur vie à attendre. Certains agissent, les autres ne font qu'imaginer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si tu ne la mets pas en œuvre, elle ne vaut rien. Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te mettre là où tu veux être. Ils ne vont pas te sauver de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente. Ils ne s'asseyaient pas à imaginer ce qui pourrait être. Ils se levaient et le faisaient. Il n'y a pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Commence à bouger. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent coincés dans le piège du « un jour ». Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de sécurité. Mais le temps passe et ils restent au même endroit. Regarde autour de toi. Il y a des gens avec moins de ressources que toi, avec moins d'opportunités, avec moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent, ils apprennent en cours de route, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui restent à rêver sont au même endroit, année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais mises en œuvre? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu manquais de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de lui. Alors, arrête de te dire que tu le feras demain. Arrête de planifier sans agir. Arrête d'imaginer sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les transformes pas en réalité. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont eu de grandes idées, mais qui n'ont jamais rien fait avec.
Il se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont bougé quand les autres sont restés à penser. Tu décides de quel côté tu veux être. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu commencer à agir? 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu continues à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, prépare-toi à une grande déception. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à se plaindre de leurs circonstances, de la difficulté de tout, de l'injustice du monde. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrivera pas. Aucun signe magique ne te dira quoi faire. Si tu continues à attendre, tu ne feras que perdre du temps. Les stoïciens ne croyaient ni en le hasard ni en les excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en prenant la responsabilité totale de ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Les gens qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu un coup de chance. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que tout soit facile. Ils se sont adaptés. Ils ont appris. Ils se sont renforcés. Mais voici le problème. Prendre le contrôle signifie accepter que tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est de ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui te maintient coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que tu attendais que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur, par doute ou par confort? La réponse n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Rien dans cette vie ne change de lui-même. Tu ne vas pas te réveiller un jour avec une discipline parfaite. Tu ne vas pas soudainement trouver la motivation pour faire ce que tu dois faire. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois te forcer à agir, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tout semble difficile. Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler toi-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte mentalement que rien ne t'arrête. Le problème est que la plupart des gens veulent que les choses changent sans rien faire de différent. Ils veulent des résultats sans sacrifice. Ils veulent du succès sans effort. Ils veulent une vie meilleure sans inconfort. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu continues à attendre, si tu continues à agir comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris si tu te réveilles au même endroit dans 5 ans. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Alors arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions réelles. Coupe ce qui ne s'ajoute pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas ça. 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots ne signifient rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe combien de fois tu dis que tu veux quelque chose. Peu importe combien de fois tu parles de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu feras un jour. Si tu n'agis pas, tout cela n'est que du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront quelque chose, mais ne le font jamais. Ils se gargarisent de discours sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient accomplir s'ils le voulaient vraiment. Mais voici la vérité brutale. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais tous les jours. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides, ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera, il le fait simplement, parce qu'il sait que la seule façon de prouver son caractère est à travers ses actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose ne va pas. Si chaque année, tu te promets à toi-même que cette fois-ci tu vas changer, mais qu'à la fin tout reste pareil, le problème n'est pas le manque d'opportunités, c'est ton manque d'engagement.
Combien de fois as-tu dit que tu commencerais le lundi? Combien de fois as-tu assuré que tu changerais, que tu ferais plus d'exercices, que tu lirais plus, que tu travaillerais plus dur, que tu t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu toi-même? Voici la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent à rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils les exécutent simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler de quelque chose est suffisant pour le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort simplement en disant qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit simplement en rêvant de le faire. Personne ne change sa vie simplement en écrivant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni d'avoir besoin de motivation. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe les circonstances. Ta vie actuelle est le reflet de ce que tu as fait jusqu'à présent, pas de ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu n'aimes pas où tu es, la seule façon de changer cela est d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Si tu te sens frustré en ce moment, si tu n'as pas atteint ce que tu veux, arrête de parler et commence à bouger. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui te retient. Commence à agir en silence et laisse les résultats parler pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, ce sont tes actes. Le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as réellement fait. Alors, arrête de parler autant et commence à montrer qui tu es par tes actions. 9. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Peu importe combien tu t'efforces d'être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, remettre en question tes décisions, penser que tu aurais pu faire quelque chose de différent. Et si tu te laisses emporter par cela, tu ne feras jamais rien de vraiment important. La réalité est dure, mais voici, les gens ne sont jamais complètement satisfaits. Si tu es trop ambitieux, ils diront que tu es arrogant. Si tu es calme, ils penseront que tu es faible. Si tu cherches à t'améliorer, ils t'appelleront obsessionnel. Si tu décides de ne pas changer, ils te diront conformiste. Tu vois le problème? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de leur plaire? Pourquoi continues-tu à ajuster tes rêves et ton comportement en fonction des opinions des autres? Pourquoi continues-tu à repousser ta croissance juste pour éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise? Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation des autres. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Le problème est que la plupart préfèrent le confort d'être acceptés à l'inconfort de grandir. Parce que grandir signifie dire non à ce qui ne t'apporte rien. Cela signifie s'éloigner de ce qui te retient. Cela signifie prendre des décisions qui peuvent déranger les autres. Et cela fait peur. Mais voici la question clé. Si tu arrêtais de te soucier de ce que pensent les autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu maintenant si tu n'avais jamais laissé la peur du jugement te retenir? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple. Les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur. Ils n'ont pas besoin que le monde les applaudisse pour continuer à avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs. Si tu continues à attendre que les gens comprennent tes décisions avant de les prendre, tu ne feras jamais rien d'important. Si tu continues à chercher l'accord de tous sur ton chemin, tu resteras coincé au même endroit où tu es maintenant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre ta croissance au-dessus de la validation des autres. Il est temps d'arrêter de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer.
Tu n'as pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie, ni ne font face à tes luttes. Alors, lâche cette charge, arrête de plaire et commence à grandir, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes décisions, c'est toi. Et si tu continues à vivre pour les autres, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as jamais vécu pour toi. 10. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Si tu continues à regarder sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu continues à te comparer aux autres, tu ne seras jamais satisfait. Si tu continues à mesurer ton succès à la vie des autres, tu vivras frustré. Parce que la vérité est celle-ci. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, sa propre bataille. Et si tu te concentres sur ce que font les autres, tu perds le contrôle de ce qui importe vraiment. Ta propre progression. La comparaison est un piège. Peu importe jusqu'où tu arrives, il y aura toujours quelqu'un avec plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de chance. Et si tu vis en mesurant ton progrès selon celui des autres, tu ne te sentiras jamais suffisant. Regarde les réseaux sociaux. Les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, leurs victoires, leurs réussites. Mais personne ne te dit combien d'efforts il y a derrière. Personne ne te montre les nuits sans sommeil, les échecs, les moments de doute. Si tu compares ta réalité à la version éditée de quelqu'un d'autre, tu seras toujours perdant. Le problème est que lorsque tu regardes trop à l'extérieur, tu arrêtes de regarder à l'intérieur. Tu deviens obsédé par ce que les autres ont et tu oublies ce que tu veux vraiment. Tu commences à faire des choses non pas parce que tu les désires, mais parce que tu veux prouver quelque chose. Tu commences à prendre des décisions basées sur l'impression que tu veux donner aux autres, pas sur ce qui te rend heureux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu t'épuises, tu te frustres, tu te perds dans une course qui ne finit jamais, parce que le chemin de quelqu'un d'autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant toi, peu importe qui semble être plus avancé. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, que tu ne perdes pas de temps à regarder ce que font les autres, mais que tu concentres toute ton énergie à construire ton propre chemin. Parce que voici la vérité que peu comprennent. Le vrai succès n'est pas de battre les autres, c'est de te surpasser, c'est d'être meilleur que tu ne l'étais hier, c'est d'avancer, même un peu, chaque jour. Regarde ta vie, regarde ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres. Ce qui compte, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi-même. Arrête de regarder à l'extérieur. Arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête de penser que tu as besoin de suivre les pas des autres pour aller loin. Crée ton propre chemin, à ton rythme, à ta manière. Parce qu'à la fin, la seule compétition, la plupart des gens ruinent leur vie simplement parce qu'ils ne savent pas se taire. Aussi simple que ça, non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils parlent trop. Parce qu'ils ne réfléchissent pas avant de lâcher la première chose qu'ils ressentent, parce qu'ils réagissent comme des animaux au lieu de répondre comme des personnes qui se contrôlent. Et après, ils regrettent. Ils se demandent pourquoi tout va mal pour eux. Mais la vérité est qu'ils creusent leur propre tombe avec chaque mot inutile qu'ils prononcent. Le silence bien utilisé peut vous sauver la vie. Il peut vous éviter des disputes, il peut vous aider à mieux réfléchir, il peut vous rendre plus fort. Mais personne ne vous l'enseigne. Nous vivons dans une société qui applaudit celui qui crie le plus fort, celui qui donne le plus son avis, celui qui fait le plus de bruit. Et où cela mène-t-il ? À des relations brisées, à des décisions impulsives, à des vies sans direction. Le stoïcisme a compris quelque chose que toi et moi, personne ne nous a expliqué. Que chaque mot est un choix et que chaque silence peut être un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas de se taire par peur. Il s'agit de se taire pour avoir le contrôle, de parler quand c'est nécessaire et de le faire avec intention, avec précision, avec un but. Cette vidéo n'est pas pour les gens fragiles. Elle est pour ceux qui en ont assez d'être leurs propres ennemis, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs émotions, améliorer leurs relations et arrêter de saboter leurs objectifs. Nous allons parler du pouvoir du silence.
du pouvoir d'utiliser votre langage comme un outil et non comme une arme qui vous tire dessus sans le vouloir. Et nous allons le faire à partir de la philosophie stoïcienne, pas à partir de phrases d'Instagram. Tu vas découvrir 8 leçons qui vont te rendre plus fort, plus clair et plus respecté. Elles ne sont pas magiques, elles sont pratiques et elles font mal. Parce que changer fait mal. Mais ça transforme aussi. 1. Brise le cycle de ton ancienne histoire. S'il y a quelque chose qui te retient dans la vie, ce n'est probablement pas ce qui t'arrive maintenant, mais ce que tu traînes depuis des années. C'est cette histoire que tu te répètes dans ta tête chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Cette narration qui dit « je suis comme ça m'arrive toujours, je ne vais jamais changer ». C'est un cycle mental qui se nourrit de tes propres mots, de tes souvenirs maltraités et d'une identité que tu as construite sur la base de la douleur, de la peur et de l'échec. La philosophie stoïcienne le rend clair. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton passé et tu n'es certainement pas l'histoire que d'autres personnes ont écrite pour toi. Tu es ce que tu décides d'être à chaque instant. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce qui t'est arrivé. Mais pour cela, tu dois briser le cycle. Et cela commence par le silence. Oui, le silence, parce que tant que tu continueras à répéter mentalement tout ce qui t'a fait du mal, tu ne laisseras pas de place à ce qui peut te faire du bien. Le silence coupe le bruit interne. C'est cet espace où tu peux observer sans réagir, où tu peux voir ton histoire comme si elle n'était pas la tienne, et pour la première fois, la remettre en question. Est-ce que cela me définit vraiment? Est-ce que cela me limite vraiment? Ou suis-je simplement habitué à le raconter ainsi? Chaque fois que tu racontes ton histoire à partir de la douleur, tu la renforces. Chaque fois que tu utilises des mots qui te lient, tu deviens ton propre geôlier. Que se passerait-il si tu arrêtais de la répéter? Que se passerait-il si tu décides simplement de parler de toi depuis un autre lieu? Pas avec des mensonges, pas avec des illusions, mais avec une autre perspective. Une plus froide, plus rationnelle, plus stoïcienne. Épictète disait « Ce qui perturbe les gens ne sont pas les faits, mais ce qu'ils pensent des faits. » Et cela inclut ce que tu dis sur ces faits. Parce que tes mots façonnent ton interprétation, et ton interprétation définit ta réalité. C'est pourquoi briser le cycle est un acte de courage. C'est choisir le silence là où il y avait auparavant des plaintes. C'est choisir de nouveaux mots là où il y avait auparavant de l'autocompassion. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, il s'agit de décider comment tu vas en parler, ou si cela vaut la peine de continuer à en parler. Est-ce que cela t'apporte quelque chose? Est-ce que cela te renforce? Est-ce que cela te pousse à être meilleur? Si ce n'est pas le cas, tais-le. Arrête de le répéter. Parce que tout ce que tu répètes devient une partie de ton identité. Et si tu répètes la douleur, tu deviens la souffrance. Mais si tu répètes le pouvoir, la vision et le but, ton identité change. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas confortable. Mais c'est nécessaire, parce que tant que tu continueras à nourrir ton ancienne histoire, tu continueras à obtenir les mêmes résultats, tu continueras à réagir de la même manière, tu continueras à te saboter. Briser le cycle est un engagement envers ta future version de toi-même. C'est regarder ton passé sans justifier tes limites. C'est admettre que ce qui t'a amené ici ne te sert pas à aller plus loin. Et c'est comprendre que le premier pas n'est pas de faire quelque chose de différent à l'extérieur, mais de commencer à parler différemment à l'intérieur. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu décides de faire avec ça. Et si aujourd'hui tu choisis de garder le silence, de t'observer, d'arrêter de répéter la même chose encore et encore et de construire une nouvelle histoire interne, tu es déjà en train de briser le cycle. Tu es déjà en train de sortir du personnage qui est resté coincé dans un vieux scénario. Et quand tu brises ce scénario, tu peux enfin en écrire un nouveau, un plus fort, plus clair, plus à toi. 2. Ferme ta bouche avant d'ouvrir une blessure. Parler sans réfléchir est l'une des formes les plus courantes de destruction de ce que tu apprécies le plus. Une relation, une opportunité, ta propre image.
Tout peut s'effondrer en quelques secondes à cause d'un mot mal prononcé. Parce que les mots ne sont pas emportés par le vent. Ils restent, ils s'incrustent, ils laissent des marques que souvent même le pardon ne peut effacer. La plupart des gens vivent en réagissant. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil, la frustration et parlent sans frein. Ils défendent leur impulsivité en disant « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas rester silencieux », comme si c'était une vertu. Mais la vérité est qu'il n'y a rien de courageux à dire la première chose qui te vient à l'esprit. Au contraire, c'est un signe de faiblesse, de manque de contrôle. La philosophie stoïcienne est claire à ce sujet. Celui qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrise rien. Parce que si tu ne peux pas contrôler ce que tu dis, tu ne peux pas non plus contrôler ce que tu fais, ni ce que tu ressens, ni la direction de ta vie. La langue sans contrôle est comme une épée entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle peut finir par couper celui qu'elle veut protéger, ou se couper elle-même. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire par soumission. Il te demande de réfléchir avant de parler, d'observer l'émotion avant de l'exprimer, de choisir tes mots avec la même précision qu'un chirurgien choisit son outil. Parce qu'un mot peut guérir, mais il peut aussi ouvrir une blessure que même le temps ne peut refermer. T'es-tu déjà arrêté pour penser combien de conflits inutiles tu as créés simplement parce que tu ne savais pas te taire à temps? Combien de fois as-tu gâché quelque chose de bien simplement parce que tu voulais avoir le dernier mot? Combien de fois as-tu parlé à partir de la blessure et non à partir de la raison? Ferme ta bouche, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un acte de pouvoir. Parce qu'il faut beaucoup plus de courage pour se taire quand tu bouillonnes à l'intérieur que pour lâcher la première chose qui te vient à l'esprit. Le silence, dans ces moments, n'est pas vide. C'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du contrôle. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Et cela inclut de ne pas répondre au feu par le feu, de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas te rabaisser au niveau de celui qui ne sait qu'attaquer. Parfois, la réponse la plus puissante est aucune. Le silence est inconfortable, il fait réfléchir, il démonte le conflit. Mais surtout, il te protège. Et il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas le donner au pire moment. Parle quand tu es en paix, pas quand tu es en colère. Parce que quand tu parles à partir de la colère, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta blessure. Et quand tu parles à partir de la blessure, tu ne peux que causer plus de douleur. Si tu veux vraiment vivre avec un but, si tu veux vraiment construire des relations saines et arrêter de saboter tes objectifs, commence par entraîner ta langue. Avant de parler, respire. Avant de réagir, réfléchis. Et si tu n'as rien à ajouter, à apaiser ou à construire, mieux vaut garder le silence. Ce silence peut sauver ta journée, ton lien, ton chemin. Tout ce que tu ressens ne doit pas être dit. Tout ce que tu penses ne doit pas être exprimé. Parler en conscience est une forme de respect, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Parce que tu te prouves que tu as le contrôle, que tu n'es plus une personne qui se laisse emporter par l'émotion du moment. C'est ainsi que se construit le véritable caractère. Pas dans les cris, pas dans les disputes, pas dans les phrases blessantes qui gagnent une bataille, mais perdent la guerre. Il se construit dans la pause, dans la décision consciente de protéger ce qui vaut plus qu'un élan. Ferme ta bouche avant d'ouvrir une blessure, parce que ce que tu dis peut changer le cours de ta vie. Et parfois, le silence non seulement évite le mal, mais te transforme aussi en quelqu'un qui mérite le respect. 3. Programme ton esprit avec un ordre de guerre. Quand tu ouvres les yeux le matin, ton esprit a déjà commencé à parler. Il ne t'a pas demandé la permission, il ne t'a pas consulté, il a simplement commencé. Il a commencé à te rappeler tes soucis, tes insécurités, tes tâches en attente, tes anciennes peurs. C'est comme si tu avais une armée dans la tête, mais sans général. Et si tu ne prends pas le commandement dès le début, cette armée va agir par impulsion. Elle va paniquer, elle va perdre la bataille avant qu'elle ne commence. C'est pourquoi tu as besoin d'un ordre de guerre. Une phrase courte, précise, chargée de direction. Parce que chaque jour est un champ de mines d'excuses, de distractions et de provocations. Et si tu sors sans stratégie,
tu te perds, tu te casses. Ou pire, tu deviens quelqu'un qui survit sans avancer. Les stoïciens ont compris cela des siècles avant que la psychologie ne le valide. Ils ne sortaient pas affronter le jour avec des désirs, ils sortaient avec préparation. Marc Aurèle se répétait mentalement qui allait le défier, quelles émotions allaient le frapper, et quelle serait son attitude face à tout cela. C'est de la programmation mentale, c'est avoir le contrôle avant que le chaos ne commence. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant le miroir, il s'agit d'installer dans ta tête une directive claire, quelque chose qui te guide quand l'émotion veut te dominer, quelque chose qui fonctionne comme une épée, légère mais mortelle. Aujourd'hui, je suis plus fort que mon doute. Aujourd'hui, j'avance même si je n'en ai pas envie. Aujourd'hui, je ne cède pas un pas à mon ancienne version. L'esprit fonctionne comme un système d'exploitation. Et ce que tu dis, ce que tu répètes, c'est le code qui installe ton comportement. Tu veux agir avec discipline? Programme-le. Tu veux arrêter de réagir comme toujours? Ordonne-le. Parce que si ce n'est pas toi qui donne l'ordre, ce sera ta peur, ta paresse, ton passé. Chaque fois que tu te parles comme une victime, tu cèdes le commandement. Et chaque fois que tu te donnes un ordre ferme, tu reprends le pouvoir. Ton langage n'est pas un ornement, c'est un déclencheur. C'est la première brique de tout ce que tu vas construire ou détruire ce jour-là. Et ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est la façon dont tu le dis. Ce n'est pas la même chose de dire « je vais essayer » que « aujourd'hui, je le fais avec ou sans envie ». Ce n'est pas la même chose de dire « nous verrons ce qui se passe » que « aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les excuses ». Le ton est tout. Ton esprit n'a pas besoin que tu le traites avec douceur. Il a besoin que tu le diriges avec force. Imagine que tu es dans une caserne, tu te réveilles et il y a du chaos dehors, des cris, de la confusion. Tes soldats, tes pensées, tes émotions, tes décisions te regardent en attendant une direction. Et toi, en tant que commandant, tu as deux options. Rester silencieux et laisser le chaos les emporter. Ou te lever et donner l'ordre d'année. Ferme, clair, non négociable. Vas-tu te lever aujourd'hui comme d'habitude, en attendant de ressentir de la motivation, en laissant ton esprit vagabonder sans direction? Ou vas-tu commencer la journée comme une personne stoïcienne, avec un ordre qui te rappelle que tu n'es pas dans ce monde pour réagir, mais pour agir? Répète-le, écris-le, crie-le si nécessaire, mais laisse-le clair, ton esprit a un propriétaire, et ce propriétaire, c'est toi. 4. Protège ta vision comme un secret sacré. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu construis. Tout le monde n'a pas la maturité pour le comprendre, ni la capacité pour te soutenir, ni la concentration pour le respecter. Et pourtant, nous racontons souvent tout. Nous partageons nos objectifs, nos plans, nos idées, comme s'ils étaient du domaine public, comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais la réalité est différente. Nous vivons entourés d'opinions, de critiques, de jugements déguisés en conseils. Et chaque fois que tu exposes ta vision trop tôt, tu la mets en danger. Parce que le bruit extérieur commence à s'infiltrer dans ton processus interne. Les doutes des autres deviennent tes doutes. Leurs peurs deviennent tes limites. Leur médiocrité commence à sembler raisonnable. C'est pourquoi, si tu as une vision claire, protège-la. Ne l'expose pas comme si c'était n'importe quoi. Ne la mets pas sur la table en attendant une approbation. Une vision n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin d'action, de discipline, de silence, de concentration. La philosophie stoïcienne enseigne qu'on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on fait, que le véritable progrès est silencieux, que ce qui vaut vraiment la peine se construit loin des regards des autres. Parce que l'ego veut parler, l'ego veut reconnaissance, mais le caractère veut des résultats. Protéger ta vision ne signifie pas te cacher par peur. Cela signifie respecter ton processus. Cela signifie comprendre qu'il y a des choses qui n'ont de sens que pour toi et qui n'ont pas besoin de validation. Cela signifie accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas, qui critiqueront ou même mépriseront. Et c'est bien. Ce n'est pas leur chemin, c'est le tien.
Comment protège-t-on une vision? D'abord, en fermant la bouche. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque étape. Si quelque chose est important pour toi, le garder en silence peut être la façon la plus puissante de le nourrir. Comme une graine sous terre. Personne ne la voit, mais elle grandit. Elle prend de la force. Elle se prépare à percer la surface avec force. Deuxièmement, en choisissant avec qui tu partages ce que tu fais. Toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à ta vision. Certaines personnes viennent seulement projeter leur frustration, à donner leur avis sans savoir, à saboter sans s'en rendre compte. Sois sélectif, protège ton énergie. Il ne s'agit pas d'être méfiant, mais d'être conscient. Troisièmement, en parlant avec tes actions. Le stoïcien ne promet pas, il fait, il ne se vante pas, il avance, il ne discute pas, il démontre, et cela devient une forme de respect envers soi-même, parce que lorsque tu protèges ta vision, tu protèges aussi ton identité. Tu dis, ceci est à moi, je le construis, et je ne vais pas le donner à n'importe quelle voix qui veut donner son avis sans avoir rien fait. Beaucoup de projets meurent avant de commencer parce qu'ils ont été partagés trop tôt, parce qu'on a cherché l'approbation au lieu de l'engagement, parce qu'on a confondu l'émotion de le raconter avec la satisfaction de l'accomplir. Ne tombe pas dans ce piège. Ta vision est un endroit où tu vas. Et comme toute destination importante, elle nécessite des cartes, de la planification et des pas fermes. On n'y arrive pas en parlant, on y arrive en marchant, et souvent en silence. Alors protège-toi. Protège ta vision comme si c'était un secret sacré, non pas parce que tu as peur qu'on te la prenne, mais parce que tu comprends que tout le monde n'est pas prêt à la voir. Parce que tu sais que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être expliqué. Il a juste besoin d'être vécu. 5. Filtre les voix comme tu filtrerais l'eau que tu bois. Boirais-tu de l'eau sale? Prendrais-tu un liquide plein de bactéries, de déchets et de poisons? Sûrement pas. Alors, pourquoi permets-tu que des voix contaminées entrent dans ton esprit? Des opinions malveillantes, des critiques sans fondement, des conseils qui naissent de la peur ou de l'échec des autres, des mots qui ne te renforcent pas, mais qui t'affaiblissent, des idées qui ne te poussent pas, mais qui t'arrêtent. L'esprit est aussi vulnérable que le corps. Ce que tu consommes avec les oreilles et les yeux est aussi important que ce que tu consommes avec la bouche. Si tu ne filtres pas ce qui entre, tu t'intoxiques. Et quand tu t'intoxiques mentalement, tu commences à penser comme tu ne veux pas, à agir comme tu n'es pas, à vivre une vie qui ne te représente pas. La philosophie stoïcienne insiste sur le fait que l'on doit protéger son intérieur avec la même intensité que l'on protège sa santé. Épictète disait « Ne laisse pas les opinions des autres te confondre ou te détourner de ton chemin ». Et comment y parvient-on? En filtrant, en observant chaque mot que tu reçois comme si c'était une goutte d'eau. Est-ce propre? Vient-il de quelqu'un qui a vécu ce qu'il dit? Est-ce cohérent avec tes valeurs? Sinon, laisse-le passer. Ne le prends pas. Ne le fais pas tien. Souvent, les voix qui t'affectent le plus ne sont pas celles de l'extérieur, mais celles qui vivent déjà en toi. Des voix du passé, des figures qui t'ont sous-estimé, des amis qui se sont moqués, des personnes qui ont semé des doutes sur ton chemin. Et sans t'en rendre compte, ces voix sont devenues une partie de ton dialogue interne. Mais elles ne sont pas à toi, ce sont des bruits. Ce sont des résidus mentaux qui doivent être filtrés. Et comment filtre-t-on ces voix? Avec conscience, avec présence, en écoutant oui mais sans tout absorber. Tout ce que quelqu'un dit ne mérite pas ton attention. Tout conseil n'est pas utile. Toute critique n'est pas précieuse. Il faut savoir distinguer entre celui qui construit et celui qui projette seulement sa frustration. Filtrer signifie aussi choisir tes sources avec intention. Qui écoutes-tu tous les jours? Que consommes-tu? Quel type de personne as-tu près de toi? Quel type de contenu nourrit ton esprit? Parce que beaucoup de gens ne échouent pas par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne croient en rien, qui ne font rien, qui ne cherchent rien.
Ton environnement façonne ton esprit, et si tu ne le choisis pas avec discernement, tu deviens une éponge de médiocrité. C'est pourquoi il est essentiel de t'entourer de personnes qui te défient, qui t'inspirent, qui exigent que tu sois meilleur. Des personnes qui ne te disent pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre, qui te donnent de l'eau propre, pas du poison déguisé en affection. La personne stoïcienne moderne est gardienne de son esprit. Elle ne permet pas à n'importe qui d'entrer. Elle ne se laisse pas manipuler par le bruit. Elle n'accepte pas les voix qui n'apportent rien. Et si une voix interne commence à saboter, elle la confronte, elle la questionne, elle la rééduque, parce qu'elle comprend que ce que tu écoutes tous les jours devient ce que tu penses. Et ce que tu penses devient ce que tu fais. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle. Il s'agit de développer un filtre, de devenir quelqu'un qui prend soin de son esprit avec la même attention qu'il prend soin de son corps. Parce qu'une seule phrase peut changer le cours de ta journée. Et si cette phrase est toxique, elle peut contaminer toute ta semaine ou même toute ta vie. Alors filtre, choisis, observe. Ne sois pas une victime du bruit. Deviens quelqu'un qui écoute avec discernement, qui répond avec sagesse et qui avance avec clarté. Ton esprit est un temple. Ne laisse pas entrer des voix qui ne respectent pas sa valeur. 6. Respire avant de brûler un pont. Il y a des moments où un seul mot peut détruire des années de confiance. Une seule réaction peut transformer une relation solide en un champ de ruines. Une décision prise dans un instant de colère peut marquer votre vie d'une cicatrice qui ne s'efface jamais. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous n'avez pas respiré, parce que vous n'avez pas fait cette pause, parce que vous avez laissé le feu parler pour vous. Tout le monde a cet élan, cette chaleur dans la poitrine qui monte, ce besoin de répondre, de se défendre, d'attaquer avant d'être blessé. Mais si vous ne le contrôlez pas, ce feu ne brûle pas seulement l'autre personne. Il vous brûle aussi de l'intérieur, et bien souvent, il vous laisse seul au milieu des cendres. Les stoïciens le savaient, c'est pourquoi ils entraînaient leur esprit à ne pas réagir à partir de l'émotion, mais à partir de la raison. Sénèque a écrit « Le plus grand pouvoir consiste à ne pas se laisser emporter par la fureur, et cela ne signifie pas se réprimer, cela signifie se gouverner. » Cela signifie ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle du volant lorsque la route devient dangereuse. Respirer avant d'agir n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force intérieure, parce qu'il faut plus de courage pour se retenir que pour exploser. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut insulter, n'importe qui peut couper un lien par colère. Mais tout le monde ne peut pas s'arrêter, observer son émotion et décider de ne pas être esclave de celle-ci. Au moment précis où vous sentez que vous allez exploser, vous avez une opportunité, une petite fissure dans le temps, un espace de silence entre le stimulus et votre réponse. Cet espace est tout. C'est là que se définit si vous allez avancer en tant que personne ferme et consciente, ou si vous allez répéter la même réaction que vous connaissez déjà, celle qui finit toujours mal. Respirer n'est pas seulement une action physiologique, c'est une déclaration de domination. C'est dire à votre esprit « Je suis aux commandes, je ne réagis pas comme un réflexe, j'agis avec intention ». Et cette intention peut sauver des liens, elle peut sauver votre crédibilité, elle peut éviter des erreurs qui se transforment ensuite en regrets. Tous les ponts ne doivent pas être maintenus. Il y a des relations, des situations ou des environnements qu'il vaut mieux laisser derrière soi. Mais même pour cela, il y a des façons de faire. Ce n'est pas la même chose de s'éloigner avec fermeté que de s'éloigner avec colère. Ce n'est pas la même chose de poser des limites que de tout détruire sur son passage. Quand vous agissez à partir de la colère, vous pouvez avoir raison, mais vous perdez le respect. Vous perdez l'équilibre. Vous perdez le contrôle. Une respiration profonde ne résoudra pas tous vos problèmes, mais elle peut éviter que vous les multipliez. Elle peut vous donner l'espace mental dont vous avez besoin pour voir les choses sous un autre angle. Elle peut vous redonner le pouvoir que vous êtes sur le point de céder dans un accès de colère. Nous vivons dans un monde où réagir rapidement est devenu la norme. Mais cette vitesse émotionnelle nous détruit, elle nous rend impulsifs, volatiles.
instable. La personne qui respire avant d'agir devient une rareté, mais aussi une force. Parce que pendant que d'autres brûlent des ponts par orgueil, vous devenez quelqu'un qui construit à partir de la conscience. La prochaine fois que vous sentirez que tout monte à votre poitrine, que vous voulez répondre avec colère, que vous voulez tout couper, faites la chose la plus difficile, ne faites rien, respirez, attendez, réfléchissez, et seulement après, décidez, depuis le calme, depuis le contrôle, depuis votre meilleure version. Il ne s'agit pas de tout supporter, il s'agit de choisir comment et quand agir. Il s'agit de parler depuis la clarté, pas depuis la colère. Parce que le silence qui suit une respiration peut être plus sage que 1000 mots dits dans un élan. Avant de brûler un pont, respirez. Parce que parfois, ce pont peut encore vous mener à un endroit qui en vaut la peine. 7. Construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Il y a un piège très courant dans ce monde, vouloir être vu avant d'être prêt. Montrer des résultats sans avoir fait le travail. Recevoir des applaudissements sans les avoir mérités. C'est le besoin de reconnaissance immédiate, de validation externe, d'attirer l'attention. Même si ce que tu construis n'est encore qu'une façade. Mais le réel n'a pas besoin de projecteur. Le réel se forme dans l'ombre, dans le silence. Dans cet endroit où personne n'applaudit, où personne ne pose de questions, où personne ne te regarde. C'est là que le caractère se forge. C'est là que la discipline s'entraîne. C'est là que les projets solides grandissent, les changements véritables et les résultats qui perdurent. Les stoïciens parlaient peu et agissaient beaucoup. Ils ne cherchaient pas l'attention. Ils cherchaient la cohérence, parce qu'ils savaient que l'ego est une distraction déguisée en motivation. Et si tu laisses cela te contrôler, tu finiras par agir pour plaire, pas pour avancer. Tu dépendras du « j'aime », du « tu le fais bien », du « continue comme ça ». Comme si ton progrès avait besoin de témoins pour être réel. Construire dans l'ombre, c'est choisir l'inconfort de l'anonymat. C'est décider que ta croissance n'a pas besoin d'être exhibée pour avoir de la valeur. C'est travailler quand personne ne te voit. T'efforcer sans caméra, maintenir ta routine sans avoir à partager chaque étape. Parce que tu sais que l'important n'est pas ce que les autres perçoivent, mais ce que tu sais que tu fais. Et ce n'est pas facile. Le monde actuel te pousse à tout montrer, à partager tes progrès, tes réalisations, tes habitudes, à transformer ta vie en une vitrine. Mais ce qui est trop exposé, s'use. Ce qui est montré avant l'heure, perd de la force. Et souvent, cela se dégonfle. Ton processus a besoin d'intimité. Il a besoin de ce lieu sacré où tu peux te tromper sans être jugé, avancer sans pression extérieure et apprendre sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que la véritable transformation ne fait pas de bruit. La véritable discipline n'a pas besoin d'explication. Construire dans l'ombre signifie aussi protéger ton énergie. Ne pas la gaspiller en expliquant tes plans à des personnes qui ne les comprennent pas. Ne pas t'épuiser à justifier tes décisions. Ne pas perdre de vue en cherchant l'approbation. Cela signifie agir avec vision, pas avec l'anxiété d'être reconnu. Il y a une grande différence entre construire pour avancer et construire pour être vu. L'une te renforce, l'autre t'affaiblit. L'une te concentre sur le processus, l'autre t'obsède avec l'image. L'une te prépare à des résultats durables, l'autre te rend vulnérable au jugement des autres. La personne stoïcienne moderne n'a pas besoin de projecteur. Elle a besoin d'engagement, elle a besoin de structure, elle a besoin d'une vision claire et d'un silence fertile, parce qu'elle sait que lorsque le moment viendra, lorsque les résultats parleront d'eux-mêmes, elle n'aura pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. La constance parle plus fort que n'importe quel discours. Alors que le monde cherche à briller sans substance, toi, choisis de construire sans distraction. Fais du silence ta zone d'entraînement, de l'anonymat ton avantage, de l'ombre ton terrain fertile. Et quand viendra le moment de montrer ce que tu as fait, que ce ne soit pas parce que tu as besoin d'attention, mais parce que le travail est fait et qu'il ne peut plus être ignoré. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit pour l'instant. D'abord, prouve-le à toi-même, en silence, sans projecteur,
sans public, juste toi et ton engagement. Parce que ce qui est construit dans l'ombre grandit avec des racines plus profondes. 8. Fais du silence ton charisme naturel. Dans un monde où la majorité parle trop, le silence a du pouvoir, il a du poids, il a une présence. La personne qui sait garder le silence au bon moment ne passe pas inaperçue. Non pas parce qu'elle essaie d'attirer l'attention, mais précisément parce qu'elle n'en a pas besoin. Son calme, son regard, son contrôle disent beaucoup plus que 1000 mots. Il y a quelque chose de magnétique chez celui qui ne se précipite pas pour parler, chez celui qui n'interrompt pas, qui ne lutte pas pour l'espace, qui n'a pas besoin de remplir chaque vide par du bruit. Cette personne inspire confiance, elle transmet la sécurité, elle transmet le respect, parce que le silence bien utilisé n'est pas vide. C'est une structure, c'est un signe de maîtrise personnelle. Et cela se perçoit, même sans dire un mot. La philosophie stoïcienne défendait le silence comme une vertu, non pas comme une forme d'évasion, mais comme une forme de pouvoir. Épictète le disait clairement, si ta conversation n'est pas meilleure que le silence, alors ne parle pas. Et cette phrase devrait être une règle de vie. Parce que la plupart du temps, on parle par impulsion, par malaise, par insécurité, comme si le silence était un ennemi, comme si se taire était un signe de faiblesse ou d'indifférence. Mais c'est tout le contraire. Le silence est un choix conscient. C'est une démonstration d'intelligence émotionnelle. C'est la pause qui montre que tu observes, que tu écoutes, que tu traites avant de répondre. Et dans un monde où beaucoup de gens réagissent sans réfléchir, c'est rare. Et précisément pour cette raison, c'est précieux. Le silence protège aussi ton énergie. Il ne t'oblige pas à trop expliquer. Il ne t'expose pas à des interprétations erronées. Il ne t'implique pas dans des conflits inutiles. Quand tu apprends à l'utiliser, tu découvres que tout ne mérite pas une réponse, que toute provocation ne mérite pas une réaction, que toute conversation ne requiert pas ta participation. Et le plus intéressant, c'est que le silence, loin de t'éloigner des gens, peut te rendre plus attrayant, parce qu'il suscite la curiosité. Il génère du respect. Il donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond en toi, quelque chose qui n'a pas besoin d'être exposé pour exister. Le véritable charisme n'est pas dans le fait de parler beaucoup. Il est dans le fait de savoir quand parler et quand ne pas le faire. Fais du silence ton charisme naturel. Non pas parce que tu veux paraître mystérieux, mais parce que tu as appris à te respecter, parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de combien tu parles, mais de combien tu as de contrôle sur toi-même. Parce que tu comprends que les personnes qui ont un impact réel ne sont pas les plus bruyantes, mais les plus équilibrées. Il est également important de comprendre que tout silence n'est pas confortable. Parfois, se taire fait mal. Il est douloureux de ne pas répondre à une attaque. Il est douloureux de ne pas se défendre face à une injustice. Il est douloureux de ne pas dire ce que l'on ressent. Mais cette douleur renforce aussi, parce qu'elle t'oblige à gérer ce que tu ressens sans exploser. Elle t'oblige à choisir le bon moment, les bons mots, la bonne manière. Et cela, avec le temps, devient l'un de tes meilleurs outils. Il ne s'agit pas de se renfermer ou de cesser de communiquer. Il s'agit de choisir le silence comme un outil, comme une façon de se positionner, comme un langage en soi, parce que le silence communique aussi. Il parle de maîtrise de soi, de respect, de stratégie. Il parle de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être constamment validé pour se sentir en paix. Fais du silence une partie de ton identité, qu'il soit la première chose que les gens remarquent quand ils te rencontrent. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ce que tu as à dire vaut la peine d'être écouté. Et cela commence par parler seulement quand c'est nécessaire. Dans un monde où beaucoup de gens veulent être vus et entendus, deviens quelqu'un qui laisse une trace même en silence, parce que quand tu maîtrises le silence, tu maîtrises ta présence. Et quand tu maîtrises ta présence, tu n'as plus besoin d'impressionner personne. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis ». Il y a des personnes dont le simple message ou la présence déclenche un mécanisme d'alerte dans votre esprit,
comme si votre corps savait avant vous le prix invisible que vous payez pour les tolérer. Ce serait naïf de nier qu'il existe des individus capables de drainer votre énergie et d'enchevêtrer votre paix avec des commentaires, des attitudes ou des manipulations subtiles. Le stoïcisme ne sucre pas la réalité. Il vous la jette au visage. Il vous rappelle que vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement vos propres réactions. Il ne s'agit pas de résignation ni de devenir une statue insensible, mais de reprendre les rênes de votre état émotionnel lorsque l'extérieur veut envahir vos limites. Cesser de souffrir à cause de personnes toxiques n'est pas un service que vous leur rendez, mais un acte de dignité personnelle. Vous n'avez pas l'obligation de permettre à quiconque de fracturer votre caractère. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est le filtre qui sépare l'essentiel du destructeur. Il y a une différence brutale entre la tolérance et la soumission émotionnelle. L'une vous renforce, l'autre vous condamne à la dépendance. Personne ne mérite d'avoir le pouvoir de dicter votre état d'esprit. Ce qui est en jeu, c'est votre paix et votre énergie quotidienne. Chaque fois que vous cédez le contrôle, vous perdez un peu de vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 leçons stoïques, pratiques et directes pour rompre ce cycle. Parce que vous méritez une vie où votre bien-être ne soit pas l'otage des fractures des autres. Votre tranquillité est votre patrimoine. Défendez-la avec discipline. 1. Identifie les comportements qui drainent ton énergie. La vérité est celle-ci. Personne ne te vole ton énergie. C'est toi qui décides de la laisser entre les mains de comportements que tu sais déjà t'épuiser. Ce n'est pas une question de malchance, ni de croiser des personnes difficiles. C'est une question d'habitude mentale que tu répètes même en sachant qu'elle te coûte cher. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses. Si tu continues à accorder ton attention à des conversations inutiles, si tu acceptes des invitations qui te pèsent plus qu'elles ne t'apportent, si tu restes dans des dynamiques où tu finis toujours par te justifier ou te sentir insuffisant, tu n'es pas une victime, tu es complice de ta propre fatigue. Le premier pas, et le plus inconfortable, est de cesser de nier ta responsabilité. Personne d'autre ne va identifier ces comportements pour toi, ni les signaler sans que tu ne le prennes comme une attaque. La compassion bon marché ne va pas te sauver. Ce dont tu as besoin, c'est d'un inventaire honnête des gestes automatiques, des réponses réflexes, des silences forcés et des concessions que tu fais chaque jour par peur du conflit. La plupart du temps, tu sais parfaitement quelles sont ces situations et ces personnes qui te laissent t'épuiser. Mais tu préfères détourner le regard, car l'admettre signifierait devoir agir. Et agir implique de l'inconfort, des ruptures, parfois une solitude temporaire. Alors tu te racontes l'histoire que ce n'est pas si grave, que c'est normal de se sentir épuisé, que la vie est ainsi. Ce n'est pas du réalisme, c'est de la lâcheté mentale. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid ou distant, il s'agit d'être impitoyablement clair sur tes limites et sur ce que tu permets d'entrer dans ton espace émotionnel. Ton énergie n'est pas infinie, et chaque fois que tu l'offres à la plainte, au drame des autres, à la manipulation déguisée en préoccupation, tu hypothèques ton bien-être. Si tu t'épuises pour des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est parce que tu t'es habitué à ne pas filtrer, à ne pas discerner, à ne pas dire non quand il le faut. Prends la responsabilité du filtre que tu utilises pour décider à qui et à quoi tu donnes ton temps et ton esprit. Il ne suffit pas de se plaindre ou de souhaiter que les gens changent. La véritable discipline consiste à couper à la racine les comportements que tu répètes par peur de te sentir seul, par peur de perdre une prétendue harmonie qui n'est rien d'autre que de la résignation déguisée en maturité. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu te tais pour éviter la tension, tu ajoutes du poids à une dette émotionnelle qui tôt ou tard te laissera vide. La paix mentale ne se négocie pas. Soit tu choisis les comportements qui te renforcent, soit tu continues à donner ton énergie à ce qui te fragilise. Si tu n'identifies pas ce qui te draine, tu choisis de rester brisé. Personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Arrête de chercher la validation de ceux qui te blessent. Tu rentres chez toi après une longue journée.
Tu regardes l'écran de ton téléphone et comme un réflexe automatique, tu vérifies si cette personne a répondu. Peu importe si la dernière chose qu'elle t'a dite était une critique déguisée en conseil, une blague acerbe ou ce silence à moitié qui te laisse penser que tu as fait quelque chose de mal. Te voilà, encore une fois, attendant un signe, un geste, n'importe quel signe d'approbation qui te sorte de l'inconfort. Tu sais que cette validation ne dure jamais assez longtemps et qu'après un moment, tu ressens à nouveau la même anxiété, le même vide. C'est comme si, malgré tout ce que cela t'a coûté, tu continuais à parier ton estime de soi à la roulette d'un jugement extérieur. Et le pire, c'est que tu reconnais le schéma. Chaque fois que tu reçois une minimale acceptation, tu t'accroches plus fort. Chaque fois que tu es ignoré ou méprisé, ton esprit se remplit d'explications qui ne servent qu'à justifier l'attachement. Parfois, tu te convaincs que, si tu parviens à plaire ou à prouver ta valeur, cette personne va changer d'attitude et enfin, tu te sentiras suffisant. Mais ce qui se passe réellement est un mécanisme d'auto-sabotage. Tu remets le contrôle de ton humeur à celui qui a le moins prouvé qu'il le mérite. Quand tu cherches la reconnaissance auprès de ceux qui te blessent, ce que tu cherches en réalité, c'est une réparation impossible. Tu refuses d'accepter que leur approbation ne guérira jamais ce que d'autres ont brisé en toi auparavant. Tu insistes pour répéter la dynamique parce qu'au fond, tu as peur de faire face à l'abîme de ton propre jugement. Tu préfères écouter leurs opinions, même quand elles sont toxiques, que de t'asseoir pour écouter ce que tu penses de toi-même. Là se trouve la racine du problème. Tu déposes ta valeur entre des mains étrangères parce qu'en le faisant, tu retardes l'inconfort d'assumer ta propre responsabilité émotionnelle. Il n'y a pas de dignité à attendre des miettes de ceux qui t'épuisent. Le besoin de validation est une fracture dans le caractère, un point faible que les autres détectent et exploitent. Si tu ne le reconnais pas, tu t'habitues à mesurer ta valeur au thermomètre de ceux qui ne respectent même pas ton intégrité. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il exige que tu sois honnête avec ce qui te rend vulnérable. Ta paix mentale dépend de cesser de demander la permission d'exister. Tu ne reprends le contrôle que lorsque tu comprends que ton propre jugement vaut plus que n'importe quel applaudissement extérieur. Personne ne peut te donner la validation que tu n'as pas cultivée à l'intérieur. La liberté émotionnelle commence le jour où tu cesses de mendier reconnaissance et commences à construire le respect de soi. Tu n'es pas le reflet de ceux qui n'ont pas su te voir. Tu es le résultat des décisions que tu prends pour cesser de dépendre d'eux. 3. Établis des limites fermes sans justification. Parfois, je me surprends à justifier des limites qui, au fond, n'ont pas besoin d'explication. Je me découvre en train de rédiger mentalement des excuses, ornant chaque nom de justification inutile, presque comme si je devais demander pardon pour défendre mon espace. C'est un mécanisme qui remonte à loin. On grandit en pensant que poser des limites est égoïste, que dire « stop » est un manque d'empathie, que tu dois argumenter chaque décision qui t'éloigne du conflit. Mais ce récit ne fait que t'enfermer dans un cycle d'épuisement. Chaque fois que tu te justifies, en réalité, tu cèdes du terrain. Tu donnes à l'autre la sensation que ta frontière est négociable, que tu peux te convaincre du contraire s'il présente le bon argument. Et c'est là que commence l'épuisement, la culpabilité, le doute, la tentation de céder un peu plus pour éviter l'inconfort. La limite devient quelque chose de fragile, une ligne tracée dans le sable que n'importe qui peut effacer. Apprendre à établir des limites fermes, sans donner d'explication, est une décision qui met mal à l'aise, car elle t'oblige à assumer le coût de ne pas plaire, de ne pas satisfaire, de décevoir les attentes des autres. C'est un prix élevé, et c'est pourquoi si peu de gens le paient. Si tu analyses les dynamiques avec des personnes toxiques, tu verras qu'elles cherchent toujours la faille de l'argument. Si tu leur donnes des raisons, elles les utilisent comme levier. Si tu leur montres de l'insécurité, elles la transforment en combustible. C'est pourquoi la seule limite réelle est celle que tu ne négocies pas. Dire « je ne permets pas cela » sans embellissement, sans discours, sans ouvrir la porte à des discussions,
est une déclaration d'autonomie. Il ne s'agit pas d'être brusque, mais d'être clair. La limite n'est pas une attaque, c'est une décision stratégique pour protéger ton énergie. Le stoïcisme le dit clairement. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ta réponse, pas l'opinion des autres. Si chaque fois que tu marques une distance, tu as besoin de te justifier, au fond, tu demandes la permission. Et personne ne respecte celui qui demande la permission d'être respecté. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exerce, même quand cela met mal à l'aise. Le processus est plus mental qu'externe. D'abord, tu dois accepter que tout le monde ne comprendra pas tes limites. Et c'est bien. Ensuite, tu dois entraîner ta tolérance à l'inconfort, le regard de déception, le commentaire passif-agressif, le silence forcé. Tout cela fait partie du prix. Mais chaque fois que tu maintiens ta frontière sans reculer ni te justifier, tu renforces un muscle interne, celui de l'autodétermination. La limite n'est pas seulement une ligne vers l'extérieur, c'est une déclaration vers l'intérieur de ce que tu es prêt à tolérer et de ce que tu ne vas plus porter. Voici une phrase que tu dois te rappeler. Ta tranquillité vaut plus que l'approbation de ceux qui ne respectent pas tes besoins. La fermeté est un investissement à long terme. Celui qui prend ses limites au sérieux prend sa propre dignité au sérieux. Il ne s'agit pas de gagner des discussions, il s'agit de ne pas te perdre dans la tentative de plaire. Les limites fermes n'ont pas besoin de discours, elles ont besoin de décisions. 4. Protège ta tranquillité face aux provocations. Il y a des personnes dont la présence se fait sentir comme un bourdonnement persistant dans la nuque, une vibration inconfortable qui ne disparaît pas même si tu changes de pièce ou augmentes le volume de la musique. Ce n'est pas un coup frontal, ni un cri, c'est une provocation calculée, une grimace à peine visible, un commentaire subtil qui cherche à s'infiltrer sous ta peau, une question enveloppée d'ironie, un regard qui ne se maintient pas mais ne se retire pas non plus. Le corps réagit avant l'esprit, les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le sang s'accélère. À cet instant, tout ton entraînement émotionnel est mis à l'épreuve. L'instinct t'invite à répondre, à rendre le coup avec des mots, à te justifier, à prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se joue la partie. La provocation n'a de pouvoir que si tu l'acceptes, si tu entres dans le jeu qu'on te propose. Il est facile de tomber dans le piège de la réaction, beaucoup plus difficile de choisir le calme comme bouclier. Observer une personne toxique essayer de te déstabiliser, c'est comme voir quelqu'un lancer des hameçons en espérant que tu mords. Chaque provocation est une quête de contrôle, une invitation à perdre ton centre. Si tu acceptes le défi, tu perds ta paix et tu deviens la marionnette de leurs états d'âme. La sérénité, en revanche, est un silence qui pèse plus que n'importe quel argument. Il ne s'agit pas de rester silencieux par soumission, mais de montrer que ta stabilité n'est pas à vendre. Le calme n'est pas passivité. C'est une déclaration active. Je ne cède pas ma tranquillité pour ton conflit. Il y a une ligne emblématique que tu dois graver. Tu n'es pas responsable de la guerre intérieure des autres. Quand tu comprends cela, tu cesses de prendre personnellement les attaques déguisées en blagues, les comparaisons malveillantes, les gestes qui cherchent à enflammer ta colère. Le travail stoïque consiste à remarquer la réaction qui monte de l'estomac et à l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la langue. Respirez profondément, relâchez la tension, regardez dans les yeux sans hésitation. Parfois, un geste minimal, une pause délibérée, suffit pour que l'autre perçoive qu'il n'a pas accès à ton centre. Tu n'as pas besoin d'explications ni de discours moraux. Ta contenance est une réponse suffisante. La dignité ne se négocie pas dans un échange de reproches. Les gens toxiques se nourrissent de l'effet qu'ils parviennent à provoquer. Si tu ne leur donnes pas cette dose de réaction, ils se retrouvent vides face à leur propre malaise. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner la discussion, mais dans le fait de ne pas perdre son calme. Maintenir la sérénité face à la provocation est un acte de résistance. C'est comprendre qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, tu construis un mur invisible qui protège ton énergie. La provocation n'est efficace que si tu la subventionnes avec ta paix. Voici une autre ligne emblématique.
ta tranquillité est un territoire sacré. Défends-le. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans son drame, souviens-toi que ta réaction t'appartient. Personne ne mérite le pouvoir de te sortir de ton centre. Chaque provocation est une opportunité de te prouver que ton bien-être ne dépend pas du déséquilibre des autres, mais de la discipline avec laquelle tu choisis tes batailles. 5. Ne laisse pas les autres dicter ton état. Tu n'es pas un thermomètre du malaise des autres. Chaque fois que tu ajustes ton humeur en fonction des émotions ou des commentaires des autres, tu deviens la marionnette d'une représentation médiocre qui ne t'appartient même pas. C'est pathétique de voir combien de personnes remettent leur sérénité entre les mains de gens dont le jugement n'a jamais rien apporté de bon. Tu te convaincs que céder est de l'empathie, que d'être sensible fait de toi une meilleure personne. Et ainsi tu traînes ta peine tout au long de la journée, réagissant à chaque geste, à chaque mot, à chaque silence gênant. Combien de temps vas-tu hypothéquer ta tranquillité, juste par peur de paraître froid, distant ou égoïste? Ne confonds pas compassion et soumission. La véritable compassion commence lorsque tu fais clairement comprendre que ton état intérieur n'est pas ouvert à la manipulation émotionnelle de quiconque. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, mais exige une discipline brutale. Personne n'a le droit de s'installer dans ta tête et de tirer les ficelles de ton humeur. Si quelqu'un arrive de mauvaise humeur, tu n'as pas à te laisser contaminer. Si un autre décharge sa frustration sur toi, tu as le droit de ne pas laisser ce poison s'infiltrer dans tes décisions. Chaque fois que tu réponds avec anxiété ou colère aux caprices émotionnels d'un autre, tu te rabaisses à son niveau et perds le contrôle de ce qui t'appartient vraiment, ton esprit. C'est la différence entre être maître de soi ou esclave des circonstances. Ce qui t'affecte, tu l'autorises. Grave-le en toi. Beaucoup se cachent derrière des prétextes lamentables. C'est que je suis très empathique. Je ne peux pas m'en empêcher. Les attitudes des autres m'affectent beaucoup. Mensonge. Ce que tu ne veux pas, c'est assumer le coût de l'indépendance émotionnelle, la solitude occasionnelle, le rejet, le jugement de ceux qui ne supportent pas de te voir stable pendant qu'ils s'effondrent. Si nécessaire, apprends à être inconfortable. Le confort est le prix de la médiocrité émotionnelle. Tu ne dois ta joie à personne, ni tu n'as à porter le poids des autres chaque fois que quelqu'un décide de s'enliser dans la boue de son propre drame. Le contrôle émotionnel ne s'improvise pas, il se travaille. Tu dois décider à chaque instant si tu remets ta paix aux fluctuations des autres ou si tu restes ferme sur ton propre axe. La discipline est simple, bien que pas facile. Observe, reconnais l'influence et coupe-la à la racine. Le respect de soi n'est pas négociable. Voici la seule ligne qui compte. Ton état est ta juridiction exclusive. Le défendre est une question de dignité. Ne permets plus, ne serait-ce qu'un jour, que le climat émotionnel des autres dicte ta prévision interne. Tu peux être empathique sans être une éponge. Tu peux comprendre sans absorber. Choisis, une fois pour toutes, d'être l'architecte de ton état et non le locataire de la tempête d'autrui. 6. Investis ton énergie à grandir, pas à changer les autres. La vérité est celle-ci. Chaque fois que tu insistes pour changer une personne qui ne veut pas changer, tu gaspilles ton énergie dans un pari perdu. Il n'y a rien de plus stérile que d'investir du temps, de l'espoir et des efforts dans la fantaisie, que ton exemple, tes arguments ou ton affection vont transformer quelqu'un qui ne voit même pas de problème dans sa façon d'être. Cet élan de vouloir corriger ou sauver les autres n'est pas de la générosité, c'est de l'arrogance déguisée en bonne intention. C'est l'ego qui murmure que, si tu insistes suffisamment, tu vas réussir à faire éveiller l'autre, à le faire réfléchir ou à te remercier. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu deviens otage d'attentes irréalistes, enchaînant ton bien-être à des résultats qui n'ont jamais été sous ton contrôle. C'est ici que l'esprit se remplit d'excuses. Tu te répètes que tu veux juste aider, que ce serait égoïste de lâcher prise, que tu as l'obligation morale de supporter et de pousser l'autre vers son soi-disant meilleur moi. Mais si tu es honnête, ce que tu cherches vraiment,
c'est à soulager ton propre malaise face à l'inconfort de voir quelqu'un stagné ou destructeur. Tu ne supportes pas la sensation d'impuissance et tu préfères te mentir en pensant que tes efforts peuvent changer la volonté des autres. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Chaque fois que tu investis dans la transformation d'un autre, tu négliges ton propre processus. Tu remets à plus tard tes objectifs. Tu te distrais de ta croissance. Tu finis par porter un sac à dos qui ne t'appartient pas, tournant en rond au lieu d'avancer sur ton propre chemin. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Tu ne peux pas sauver celui qui ne veut pas sortir de son trou, ni convaincre celui qui s'accroche à son propre drame. La seule transformation légitime est celle que tu fais en toi. Grandir est un travail solitaire et intransférable. Chaque minute que tu passes à essayer de façonner le comportement d'un autre est une minute que tu te voles à toi-même. La véritable discipline consiste à cesser d'utiliser le changement des autres comme excuse pour ne pas affronter tes propres tâches en attente. Investis en toi, pas dans la résistance des autres. C'est une phrase que tu dois te tatouer dans la tête. Ton énergie est limitée. Si tu la gaspilles dans des batailles étrangères, tu arrives à la fin de la journée vide, frustré et amer. Il n'est pas facile de lâcher l'illusion que tu peux être le moteur de l'évolution d'une autre personne, mais c'est nécessaire. Ce qui est vraiment courageux, c'est de reconnaître que ta responsabilité s'arrête là où commence la volonté de l'autre. Le reste est de l'épuisement, c'est de l'arrogance, c'est la peur de rester seul avec ton propre processus. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'insister, demande-toi si cet effort est un acte d'amour-propre ou juste une façon d'éviter de regarder tes propres carences. La véritable croissance commence lorsque tu récupères ton énergie, que tu cesses d'investir dans des causes perdues et que tu l'orientes sans distraction vers ton propre développement. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être l'architecte de la conscience des autres. Tu es venu pour te construire toi-même, sans dépendre de l'évolution de qui que ce soit d'autre. 7. Utilise chaque conflit pour renforcer ton caractère. Tu sors d'une réunion de travail et tu réalises que tu as les épaules tendues, la mâchoire serrée et la tête pleine de phrases que tu n'as pas réussi à dire. Tu te répètes des arguments en silence. Tu repasses chaque geste de cette personne qui semble prendre plaisir à exposer tes erreurs. Et tu analyses la scène en cherchant ce que tu aurais pu mieux répondre. La sensation d'inconfort ne disparaît pas lorsque tu fermes la porte. Tu la traînes jusqu'à chez toi, elle te suit pendant que tu prépares le dîner et s'immisce dans tes pensées avant de dormir. C'est ce type de conflit qui pèse le plus. Celui qui ne se termine pas lorsque la conversation se termine, mais qui reste en suspens comme une dette que tu ne sais pas comment régler. C'est ici que beaucoup de gens stagnent, croyant que la seule issue est d'éviter le conflit ou de fuir ceux qui le provoquent. Mais cette approche ne fait que retarder l'apprentissage. Le conflit est inconfortable, oui, mais c'est aussi le filtre le plus efficace pour te montrer dans quel domaine ton caractère reste vulnérable, quels boutons peuvent être pressés et quelles blessures restent à cicatriser. Du point de vue stoïque, chaque choc avec une personne difficile est un laboratoire de connaissance de soi. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de l'observer comme un test de résistance. Quelle partie de toi réagit avec colère? Quelle partie se sent méprisée? Quel mécanisme mental te pousse à te justifier ou à te taire? Si tu l'analyses avec honnêteté, le conflit met en lumière tes insécurités, tes attachements et tes schémas automatiques de défense. Le véritable problème n'est pas l'autre, mais la facilité avec laquelle tu permets à son attitude de te sortir de ton centre. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu remets une partie de ton autorité interne et tu renforces l'idée que ta paix dépend de facteurs externes. C'est cela la véritable fracture, la conviction que tu ne seras calme que lorsque l'environnement sera parfait, lorsque personne ne te remettra en question, lorsque tout coulera sans frottement. Mais la vie ne te donnera jamais ce scénario. Attendre l'absence de conflit est une fantaisie et vivre en espérant que tout le monde respecte ta sensibilité est la recette parfaite pour la frustration chronique.
L'approche stratégique consiste à utiliser chaque conflit comme un entraînement. Non pas pour te durcir ni devenir insensible, mais pour identifier exactement où tu dois renforcer ton caractère. Chaque fois qu'un commentaire t'affecte plus que de raison, c'est une opportunité de te demander pourquoi. Chaque fois que tu restes coincé dans la culpabilité, la honte ou le ressentiment, tu as la possibilité de travailler sur cette zone vulnérable. Le conflit n'est pas une menace. C'est une radiographie de ton état intérieur. Si tu apprends à l'analyser sans victimisation, tu découvres des schémas qui se répètent, des arguments internes qui te sabotent et des croyances qui ne te servent plus. Ce n'est qu'alors que tu peux décider, de manière consciente, quelle partie du poids tu veux continuer à porter et quel est le moment de lâcher prise. Souviens-toi de cela. Le conflit révèle, il ne détruit pas. Et aussi, la force n'est pas l'absence de choc, c'est la résilience face à eux. Chaque situation difficile, si tu l'affrontes avec honnêteté et discipline, devient un investissement dans ton autonomie émotionnelle. Rester coincé dans la plainte ne fait que prolonger la dette. Utiliser le conflit comme miroir est ce qui te fait vraiment grandir. Personne ne se renforce en fuyant le frottement, mais en apprenant à supporter le coup de la clarté. 8. Choisis des relations qui renforcent ton équilibre. Parfois, je me retrouve à des dîners ou des réunions entouré de personnes avec lesquelles, en théorie, je devrais me sentir à l'aise. Mais au fond, je veux juste que la nuit se termine. Je regarde les mains agitées sur la table, la façon dont certains sourient sans regarder dans les yeux, les commentaires superficiels que personne n'ose remettre en question. Je perçois comment mon énergie diminue, alors que je fais semblant d'être intéressé, que je ris par obligation et que mon corps, bien qu'il soit encore assis là, demande depuis longtemps à s'enfuir. Ce n'est pas seulement de l'inconfort social, c'est la sensation d'investir ma présence dans des lieux qui ne m'apportent rien, de rester par habitude, par peur du vide laissé par la coupure de certains liens. Je réalise que cette fatigue n'est pas accidentelle. C'est le résultat direct de choisir, encore et encore, des relations qui ne font qu'aggraver mon épuisement mental, pas mon équilibre. L'environnement dans lequel tu évolues te façonne, même si tu ne l'admets pas. Si tu t'entoures de personnes qui se nourrissent de commérages, qui aiment pointer les erreurs des autres ou qui vivent dans un drame constant, tu n'as pas besoin d'être agressé directement pour te sentir vidé. Il suffit de partager le même air, d'écouter le même ton de plainte, d'avaler les mêmes silences tendus. Ces dynamiques, avec le temps, deviennent une sorte de normalité toxique. Tu commences à penser que le malaise fait partie du contrat, qu'il n'y a pas d'alternative, que toutes les relations apportent ce poids. Mais voici la vérité inconfortable. Chaque choix de compagnie est un filtre qui détermine la qualité de tes pensées, de tes émotions et même de tes objectifs. Ce n'est pas seulement une question de s'éloigner des toxiques, c'est une question de décider à qui tu permets de façonner ton état intérieur. Observer les micro-comportements de ceux qui t'entourent est un exercice brutal. Tu remarques des gestes d'approbation dissimulés, des blagues qui cherchent à se positionner au-dessus, des regards qui examinent plus qu'ils n'accompagnent. Si tu restes là, tu absorbes le climat émotionnel comme s'il t'appartenait, même si tu sens qu'il ne te représente pas. Le stoïcisme ici n'est pas indifférence, mais discipline, pour choisir avec qui tu partages tes espaces les plus intimes. Il y a des gens dont la simple présence ordonne ton humeur, t'invite à t'exprimer sans peur, t'encourage à grandir même s'ils ne prononcent pas un mot inspirant. Ce sont des relations qui fonctionnent comme des ancres, pas comme des chaînes. Choisis ces liens, même s'ils te coûtent du temps, même s'ils impliquent de réduire la liste de contacts jusqu'à ce qu'elles tiennent dans une main. Peu de choses pèsent plus que la mauvaise compagnie. Mieux vaut être seul que entouré de ceux qui te volent ta clarté. Tu n'as pas besoin de justifier le filtre. Tu n'as pas à donner d'explications pour prioriser des relations qui renforcent ta paix. La vie est déjà suffisamment difficile pour en plus porter l'humeur des autres qui ne te tirent que vers le bas. Souviens-toi de ceci, la qualité de tes relations est la véritable frontière de ton équilibre. Ne t'adapte pas à ce qui t'épuise.
C'est la seule loyauté que tu te dois. Bien choisir ceux que tu laisses entrer est un acte de respect envers soi-même. Et ce respect, une fois consolidé, commence à protéger ta vie de la toxicité qui te semblait auparavant inévitable. 9. Libère-toi du ressentiment pour avancer. Le ressentiment est comme une encre rouillée attachée à tes chevilles. Peu importe combien tu essaies d'avancer, chaque pas devient plus lourd, chaque décision plus lente, chaque jour une répétition du même effort inutile. Tu continues à porter des histoires qui ne t'appartiennent pas, comme si la dette émotionnelle de ce qu'on t'a fait te donnait un certain pouvoir. Mais ce que tu obtiens, c'est de sombrer dans ton propre poison. Arrête de te mentir. S'accrocher au ressentiment ne te protège pas, ça te déforme seulement. C'est un mécanisme de défense mal calibré, une excuse élégante pour ne pas lâcher le rôle de victime. Tu veux que l'autre paie, que l'injustice s'équilibre, que la vie reconnaisse ta douleur et la compense. Mais le seul compte qui augmente, c'est le tien, le compte de l'usure, du temps perdu, de l'énergie que tu offres à la mémoire de ceux qui t'ont déjà prouvé leur capacité à te blesser. Il n'y a pas de dignité dans cet attachement à la blessure. Ce que tu appelles mémoire te coûte très cher. Beaucoup s'accrochent au ressentiment parce qu'ils croient que le lâcher, c'est abandonner, comme si pardonner ou laisser derrière soi était un acte de faiblesse. Tu te répètes des phrases bon marché sur le fait de ne pas oublier pour justifier ta colère, mais en réalité, c'est la peur de rester vide, la peur d'accepter que tu as passé des années à nourrir une émotion qui ne t'a jamais rien apporté d'utile. Le ressentiment est un investissement à perte. Tout ce que tu y mets se transforme en frustration et en autocondamnation. Tu préfères continuer à réciter mentalement la liste des griefs, écrire des discours internes que tu ne prononceras jamais. Et ainsi tu reportes la conclusion d'une histoire qui n'existe que parce que tu continues à financer le souvenir. Voici la phrase que tu dois te tatouer. Le ressentiment est une prison avec la porte ouverte. Si tu ne sors pas, c'est parce que tu choisis de rester. Le stoïcisme est brutal avec ses pièges mentaux. Il ne te permet pas de te cacher derrière la douleur, ni de chercher du réconfort dans l'autocompassion. Il te dit, sans détour, que ton seul pouvoir réel est de décider ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. Tu peux rester piégé dans le cycle du reproche, ou tu peux couper à la racine et utiliser cette énergie pour te reconstruire, pas pour punir qui que ce soit. Il n'y a pas d'excuse suffisante pour rester enchaîné à des émotions qui te diminuent. Arrête d'attendre que l'autre répare ce qu'il a brisé. La réparation t'appartient. Et elle commence quand tu acceptes que le passé ne peut pas être réécrit, seulement redéfini. Si tu as du mal à lâcher prise, c'est parce qu'au fond, tu t'es habitué à te définir par la blessure. Mais personne qui se respecte ne se permet de vivre attaché à des dettes qui ne lui appartiennent pas. Choisis d'avancer même si ça fait mal. Laisse tomber le ressentiment comme on se débarrasse d'un fardeau inutile au bord du chemin. Ce n'est pas l'oubli, c'est la survie. Le passé ne se guérit pas en ruminer le mal, il se surmonte en cessant d'y investir. La liberté commence le jour où tu cesses de négocier avec l'amertume. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est reprendre le contrôle. Si tu n'oses pas lâcher, tu te condamnes à répéter l'histoire jusqu'à l'épuisement. Avance, même si tu dois traîner les pieds. Personne ne va te libérer de ce poids, sauf toi. 10. Fais de ta paix une priorité quotidienne. La paix intérieure n'est pas un accident, c'est une décision quotidienne et consciente. Ce que tu ne mets pas en premier finit au fond de tes priorités, et cela inclut ton propre bien-être. Il y a un piège psychologique que tu répètes sans t'en rendre compte. Tu crois que ta tranquillité est le résultat de ce qui se passe autour de toi, comme si c'était un bénéfice secondaire et non une tâche active. Tu attends que tout soit en ordre, que les autres collaborent, que les circonstances soient favorables, et seulement alors tu te permets de baisser la garde. Mais ainsi, la paix n'arrive jamais, car il y a toujours quelque chose, ou quelqu'un, prêt à la saboter. Il est facile de remettre à plus tard le soin mental quand personne ne te le demande, mais le prix que tu paies est celui de la fatigue chronique, de l'irritabilité et de ce sentiment d'être toujours à la merci de facteurs externes.
Pose-toi la question inconfortable. Combien de fois par jour trahis-tu ta sérénité juste pour éviter le jugement des autres, pour ne pas sembler insensible, pour te conformer à des attentes que tu ne partages même pas? Chaque fois que tu repousses un repos que ton corps réclame, chaque fois que tu acceptes des conversations que tu sais épuisantes, chaque fois que tu te forces à résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, tu choisis l'épuisement plutôt que la stabilité. Le plus grave, c'est que tu le fais de manière automatique, sans t'arrêter pour analyser que cette accumulation de petites concessions est ce qui finit par te voler la clarté et la force. La paix n'est pas une pause entre les conflits, c'est la discipline de maintenir ton centre au milieu de l'épuisement quotidien. Personne ne défendra ta tranquillité si tu ne la protèges pas d'abord. L'erreur la plus courante est de confondre la paix avec la passivité. Tu crois qu'être pacifique, c'est éviter le conflit, céder pour ne pas déranger ou te résigner à ce que les autres décident. Mais la véritable paix n'est pas l'absence de friction, c'est la capacité de te tenir ferme dans tes principes, même si l'environnement est défavorable. Elle se construit avec des limites claires, avec des routines qui te nourrissent, avec des décisions qui priorisent ton équilibre, même si cela signifie décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois leur soutien émotionnel inconditionnel. La paix est un investissement, pas une récompense. Et comme tout investissement, elle nécessite une vigilance quotidienne, une révision des habitudes, remettre en question les inerties émotionnelles qui te poussent à reculer. Il n'y a pas de dignité à vivre fragmenté pour accommoder le désordre des autres. Si chaque jour tu ne fais pas de ta calme une priorité, tu deviens le résultat des pressions et des demandes des autres. Ta paix est ton patrimoine le plus précieux. Elle ne se négocie pas, ne se remet pas à plus tard, ne se donne pas en échange d'acceptation. Commence à traiter ta tranquillité comme tu traites ce que tu chéris le plus. Avec discipline, avec jalousie, avec la conscience que la perdre te coûte trop cher. Personne d'autre ne peut assumer cette tâche à ta place. La paix est une décision que tu renouvelles chaque matin, pas un luxe que le monde t'accorde.